Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les socialistes en campagne tous azimuts. Manuel Valls dans les Yvelines pour parler sécurité. Ségolène Royal entretient sa flamme lors d'une université populaire à Paris ce soir. François Hollande poursuit inlassablement sa campagne de terrain. Tous s'agitent en attendant l'entrée en lice de Martine Aubry qui semble acquise. La trêve n'aura duré que 6 mois. La bataille redémarre chez les Bettencourt. Françoise Meyers, la fille, a saisi la juge des tutelles estimant que sa mère est toujours sous influence. Les répliques cinglantes ce soir de la milliardaire. Elle aura la monnaie de sa pièce, menace Liliane Bettencourt. Une polémique de plus sur le RSA. L'État aurait-il utilisé l'argent destiné au financement du revenu de solidarité active pour autre chose? C'est ce que laisse entendre Martin Hirsch. Le fondateur du RSA dénonce une mauvaise gestion de son bébé. Inacceptable, lui répond François Baroin. Mais au-delà de ces prises de bec, que va devenir le RSA? Débat à suivre dans ce journal. Et puis, on parlera également ce soir du 2e tome des mémoires de Jacques Chirac avec le directeur de la rédaction du Point, Étienne Gernel. C'est tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Les ambitions s'aiguisent et certains passent à la vitesse supérieure en vue des primaires au PS, tandis que le favori, François Hollande, poursuit inlassablement sa campagne de terrain. Le candidat Manuel Valls parle de sécurité dans les Yvelines et la présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, tente de raviver sa flamme ce soir à Paris. Les détails avec Mounir Soussi. Ne parlez pas de meeting. Sur le papier, c'est une université populaire. Ségolène Royal sait que le temps presse. Distancée dans les sondages, elle se devait de réagir. Après la candidature annoncée de Manuel Valls, l'ex-candidate multiplie ses apparitions, accompagnée aujourd'hui de Jean-Pierre Chevènement. C'est pas parce que vous n'apparaissez pas à la télévision, à la différence d'un certain président actuel, que vous n'existez pas. Il ne faut pas négliger, sous-estimer ce rassemblement que Ségolène essaye de construire pas à pas. Journée chargée pour une revenante. Elle qui se faisait rare donne désormais rendez-vous une fois par semaine à la presse, officiellement pour parler des questions économiques et des futurs thèmes de campagne. J'arrive au bout d'un long chemin de travail, de préparation, de déplacement sur l'ensemble du territoire national que je continue, bien évidemment. Nous entrons aussi dans le mois de juin, qui est le mois du dépôt des candidatures à l'élection primaire. Et je trouve que c'est important de faire en sorte d'être à la hauteur de cet acte. Avec un déplacement par semaine dans l'Hexagone, Ségolène Royal reprend sa recette fétiche, au même rythme ou presque que le président de la République, son ancien rival. Et le logement s'invite dans la campagne. Pour sa 2e édition, les États généraux du logement ont voulu interpeller les politiques pour faire de l'habitat une priorité de la présidentielle. Claire de Buisère. Comment loger les Français? La question est importante et l'ambiance aurait dû être consensuelle. Finalement, le ton monte vite. Quand Marc-Philippe Daubresse, ancien ministre du Logement, défend le bilan de la majorité, la gauche attaque. En 2000, par exemple, l'État a apporté 6 000 € par logement social et qu'aujourd'hui c'est de 800 à 1 000 €. Je ne prendrai que cet exemple-là, que rien n'est fait pour véritablement construire du logement social. Fin du gouvernement Jospin, nombre de logements sociaux financés, 41 000. Nombre de logements très sociaux financés, 5 000. 10 ans plus tard, nombre de logements sociaux financés, 130 000. Nombre de logements très sociaux financés, 5 fois plus. Reste que le problème du logement est loin d'être réglé. Avoir un toit au-dessus de sa tête coûte de plus en plus cher. Entre 1965 et aujourd'hui, les dépenses liées au logement par ménage ont été multipliées par 3. Donc c'est une question de société. Et à ce titre-là, les candidats aux élections présidentielles doivent en faire un objet politique qui doit être débattu avec les citoyens, qui doit être débattu entre les partis politiques. La campagne présidentielle a bien commencé. On a peut-être assisté, sans le savoir, à l'un de ses premiers débats.
Et puis en bref, le gouvernement marocain a ordonné ce soir l'ouverture d'une enquête après les propos de l'ancien ministre français Luc Ferry qui a accusé, sans le nommer, un ancien ministre de pédophilie. Cette enquête marocaine s'ajoute à celle menée en France par la brigade de protection des mineurs. Dans l'actualité également, cette volonté d'éteindre l'incendie en présentant ses propositions de réforme du RSA. Aujourd'hui, lors d'une convention sur la justice sociale, l'UMP espère mettre un terme à la polémique sur l'assistanat lancée le mois dernier par Laurent Wauquiez. Mais les réactions indignées de l'opposition sont reparties de plus belle. Bérengère Danglas. Malgré les remises en cause de ces dernières semaines sur le RSA invité, Martin Hirsch est arrivé tout sourire, Salgavo, tout à l'heure. À la différence de son intervention matinale sur France Info où il parlait d'entourloupe, il choisit ses mots, mais l'idée reste la même. Où va l'argent du RSA? Tout le monde sait qu'effectivement la dépense est moins grande que ce qui a été prévu, ce qui permet à l'État de donner une subvention plus faible. Et je pense qu'on a le droit et le devoir de poser la question de cet argent. Accusé par Martin Hirsch de garder l'argent du RSA pour diminuer l'ISF, François Baroin à l'Assemblée évoquait des sottises. À son arrivée, Jean-François Copé a souhaité soutenir le ministre. Je pense que François Baroin a raison et qu'on ne peut pas mélanger ce qui relève de la polémique avec la réalité des faits. Voilà. Quant à Marc-Philippe Daubresse, auteur de la nouvelle proposition sur l'évolution du RSA, avant le débat, il a plutôt souhaité calmer le jeu. Vous êtes très bienvenu, Martin, bien sûr. La proposition que j'ai faite, qui est une proposition de synthèse, elle est directement inspirée d'une lettre de Martin Hirsch que je vais lire à la tribune tout à l'heure. Donc j'espère que ce n'était pas une entourloupe, cette lettre qu'il m'a écrite. Si aujourd'hui la polémique portait sur le financement, sur le fond le projet séduit. L'idée de fournir des contrats aidés aux bénéficiaires du RSA pour mieux les réinsérer rassemble à peu près tout le monde à droite. Et justement, pour parler du RSA sur le fond, je vous présente nos invités. Valérie Rousseau-Debord, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, députée UMP de Meurthe et Moselle. Avec nous également Nathalie Arthaud, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de Lutte ouvrière. Mais d'abord, l'éclairage avec Jean-Louis Gombaud. Alors, bonsoir Jean-Louis. Sonia, bonsoir. Le mois dernier, les propos de Laurent Wauquiez sur l'assistanat ont fait bondir la gauche et la droite aussi. D'ailleurs, est-ce que l'UMP, avec de nouvelles propositions, est arrivé à éteindre un peu l'incendie? Disons qu'elle a éteint 2 foyers d'incendie, mais quelque part, elle en a entretenu un 3e. 2 foyers d'incendie. Le premier, c'est quand M. Wauquiez a dit que les revenus de l'assistanat pouvaient être supérieurs aux revenus du travail. Ce fait n'a pas été repris, confirmé lors de cette réunion. La seconde proposition de M. Wauquiez consiste à dire qu'il faut plafonner à 75% du SMIC les revenus de l'assistanat. C'est-il non plus pas été repris tout simplement parce que ça serait les premiers qui pâtiraient de cette disposition, seraient les enfants des familles qui sont au RSA. Alors maintenant, là où la polémique, on peut dire, demeure, c'est sur cette affaire de reprise du travail. Ce qui a été repris dans la Convention, c'est l'idée de proposer 5 heures de travail rémunérées aux titulaires du RSA. M. Wauquiez avait parlé simplement de 5 heures, parce qu'il disait, bon, comme la société leur donne un RSA, ils nous doivent quelque chose, il faut qu'ils fassent 5 heures. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit toujours de 5 heures, mais de 5 heures qui seraient rémunérées. Mais là où le problème un peu commence, c'est que ça serait proposé aux collectivités locales, qui proposeraient donc aux gens qui sont bénéficiaires du RSA les fameuses 5 heures par semaine. Les collectivités locales proposent aujourd'hui des contrats de 29 heures hebdo. Donc non seulement il y a un problème technique peut-être de changer la loi, mais on peut se demander si elles ne seront pas tentées de fractionner ces 29 heures en plusieurs, c'est-à-dire que les gens qui font aujourd'hui ces 29 heures pâtiraient du fait qu'on éclaterait les heures et qu'on proposerait 5 heures un petit peu à tout le monde. Alors l'idée, ça serait, si vous refusez 2 propositions de 5 heures par semaine, vos allocations diminueraient afin d'encourager à la reprise du travail. Et on a entendu Martin Hirsch, le fondateur du RSA, s'inquiéter de son financement. Globalement, comment se porte le RSA aujourd'hui? C'est un succès? Alors, est-ce que c'est un succès? Alors, vous savez que quand on a fait le RMI, on a dit que c'était un échec dans le sens, sur une lettre, I plutôt, insertion, parce qu'effectivement, il ne facilitait pas l'insertion. Est-ce que le RSA est un succès en matière d'insertion? Et ça, c'est la vraie question, c'est la vraie question politique et économique qui est aujourd'hui posée. D'abord, reconnaissons que le RSA concerne près d'un Français sur 20, si on compte les familles. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'au point de vue social, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Alors, est-ce que les gens retrouvent du travail ou reprennent une activité grâce au RSA? Ça se discute. On est à 650 000 à peu près. Et ceci plafonne depuis pratiquement les débuts du RSA. Donc, il n'y a pas un mouvement
Le RSA n'a pas entraîné un mouvement de reprise de l'activité. Et c'est ce qui explique le fameux milliard dont M. Hirsch a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le budget prévu pour le RSA n'est pas totalement utilisé. Et donc tout le monde se pose la question, mais alors est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On va en parler maintenant. Merci Jean-Louis. En tout cas, vous restez avec nous pour participer au débat. Nathalie Arthaud, il n'est plus question de cette phrase qui avait fait bondir tout le monde de parler du cancer de l'assistanat, mais de faire travailler des bénéficiaires du RSA sous la forme d'un contrat unique d'insertion. Est-ce que ça va dans le bon sens dans l'évolution? Non, je trouve qu'ils finalement, ils sont tous aussi cyniques, hein, les uns que les autres. Et même sous cette version soft, on va dire. Parce qu'en réalité, les bénéficiaires du RSA, ce qu'ils veulent, c'est un travail. C'est un vrai emploi. Et l'État et la majorité que vous soutenez n'est absolument pas capable de leur en trouver un. Et pire même, l'État et le gouvernement est le premier licencieur quand même du pays. D'ici la fin de son mandat, Nicolas Sarkozy aura supprimé 200 000 à 400 000 emplois dans la fonction publique, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la poste, dans les collectivités locales. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il rajoute des chômeurs aux chômeurs. En plus, bien sûr, que ce soit dévastateur pour l'éducation et pour la santé. Alors, et je trouve que c'est quand même, il faut être sacrément culotté pour oser dire que ceux qui touchent le RSA sont des assistés. Oui, alors on va recentrer le débat. On est là pour parler des personnes qui sont en revenu de solidarité active. Les 400 000 personnes qui actuellement sont en revenu de solidarité active socle, c'est-à-dire l'ex-revenu minimum d'insertion, sont dans des difficultés de précarité et d'insertion grandes, souvent avec des problèmes de santé importants, qui ont besoin d'un accompagnement particulièrement aigu, particulièrement lourd. Ce qu'on propose aujourd'hui, tout simplement, c'est de leur permettre d'être en adéquation avec Pôle emploi, avec le marché du travail. Aujourd'hui, ces gens sont gérés par les conseils généraux, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement sur une interaction sociale, médico-sociale, sanitaire, qui a son intérêt, mais qui n'est pas suffisamment connecté au monde de la formation dont ils ont absolument besoin et au monde de l'insertion. Donc vous allez les aider, vous faites un pas de plus selon vous de se réinsérer, et pourquoi pas 29 heures pour répondre à monsieur, votre question est intéressante. La majeure partie de ces gens, au regard des difficultés qu'ils rencontrent, ne pourraient pas travailler 29 heures en une seule fois. Ils ont besoin d'un accompagnement bien plus fort, bien plus intense. Et pourquoi les collectivités territoriales? Tout simplement pour les protéger. On voit mal ces personnes en grande difficulté se retrouver directement dans le monde de l'entreprise. C'est très consensuel, ça. On veut les rapprocher, en tout cas on fait un pas pour les rapprocher du marché du travail et c'est rémunéré. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans tout ça? Pour ceux qui nous écoutent, Jean-Louis a dit un Français sur 20, donc c'est important pour ceux qui nous écoutent, pour les familles. Non mais j'ai même vu certains oser dire travailler plus pour gagner plus. Au bout du compte, ils auront 510 € par mois. Vous pouvez vivre, vous, avec 510 € par mois. Je peux vous dire qu'ils ne peuvent même pas survivre. En réalité, ils survivent en allant au Restoran du Cœur, en allant au Secours populaire, en comptant sur la famille. C'est comme ça qu'ils survivent, hein, ceux qui sont bénéficiaires du RSA. Donc, c'est absolument pas les aider, c'est pas les rémunérer. Et moi, quand j'entends dire qu'en travaillant 5 heures par semaine, en faisant traverser les enfants qui sortent de l'école, ça va les réinsérer, mais c'est une blague. Et puis aussi, ce que j'entends, la petite musique qu'on entend bien dans ce que vous dites, c'est que finalement c'est de leur faute. Hein, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont là, parce que voilà, ils sont plus fragiles, parce qu'ils sont pas assez formés, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils ont des enfants et que ce sont des femmes seules, etc. Eh bien moi je dis que le chômage ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de la société, c'est un problème collectif, parce que ça n'embauche nulle part, pas dans l'État, mais vous savez les entreprises ça n'embauche pas pourtant. Et moi je peux vous dire que j'en ai des idées pour leur trouver une place. Un vrai travail, avec un vrai salaire. Comme ça, on en parle. Vous savez, tous ceux qui travaillent dans les supermarchés, dans les entreprises, dans les usines, ils savent comment on pourrait se répartir le travail, comment on pourrait se répartir les efforts. Et eux, ils sauraient trouver une place pour chacun en fonction de son rythme de travail, en fonction de ses capacités. Vous en êtes incapable, mais les travailleurs ensemble, si on leur demandait leur avis, ils sauraient. Proposition juste concrète et pas de ci, de là. Et notre proposition concrète, c'est effectivement d'avoir ces réinsertions pour ces personnes. Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales sont les mieux placées pour les accompagner. Ce contrat d'insertion est le mieux placé pour les accompagner. Et surtout, il faut leur permettre de bénéficier de la reprise qui est en train de frémir. Et on voit très bien que cette reprise, ils ne doivent pas en être écartés. Donc c'est le bon moment, c'est le juste moment pour leur permettre d'être réinsérés. Avec Jean-Louis, on va savoir combien de gens cela peut concerner, parce qu'on parle finalement de 800 000
personnes et en plus il faut avoir l'argent nécessaire, hein, l'enveloppe nécessaire. Qui ça va concerner ces heures de travail rémunérées, Jean-Louis? Normalement, il nous a été dit que ça concernerait le tiers des personnes actuellement au RSA. Vous estimez que les 2 tiers ne seraient même pas capables de prendre ces 5... Ils sont en trop grande difficulté pour prendre ça. Donc ça concernerait le tiers des personnes. Autrement dit, on a un peu plus d'1 million de personnes qui sont au RSA socle. Le tiers compte à peu près 300 000. Nathalie Arthaud, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes plus choquée sur la forme, quand on a parlé de l'assistanat, que sur le fond. Ma question, est-ce que le dispositif en lui-même vous choque vraiment? Mais pas du tout. Moi, je pense qu'il faut se répartir le travail entre tous et qu'ils ont droit, eux aussi, à un travail. Quand j'entends dire qu'ils ont des droits et ils ont des devoirs, mais attendez, ils ont d'abord le droit d'avoir un travail, comme tout le monde, un travail payé avec un vrai salaire. Comment peut-on dire que finalement ils sont condamnés à 510 €? Parce que c'est ça que ça veut dire. Je suis désolée. Vous savez, je suis enseignante et j'en ai vu des contrats d'insertion, hein, des collègues qui travaillaient dans l'administration, dans les lycées, qui faisaient très bien leur travail et qui enchaînaient comme ça contrat d'insertion sur contrat d'insertion. Et c'était pas de 5 heures, c'était de 20 heures. Et au bout de 2 ans, eh bien, ils se retrouvaient sans rien, retour à la case départ. Donc c'est ça la vie aujourd'hui de millions de femmes et d'hommes. Eh bien, moi je trouve pas ça normal. Je pense que le chômage c'est un fléau qu'on peut combattre si on s'en donne les moyens, si on prend l'argent là où il est. Pas, si vous voulez, la caricature ne permet pas le débat. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder la réalité de notre société. La réalité de notre société, c'est une société solidaire qui permet à des gens en grande précarité d'avoir un minimum de solidarité. On est le pays de l'OCDE qui apporte le plus de revenus aux personnes en difficulté, qui contribue le plus, mais qui en même temps redistribue le plus. Ça, c'est la vraie justice et c'est la vraie équité de ce pays et il faut en être fier. Par contre, il faut accompagner les gens qui sont les plus en difficulté pour leur permettre de retrouver une activité. Et à partir du moment où on les rémunère, nous n'étions pas d'accord avec la proposition de Laurent Wauquiez à partir du moment où il disait qu'il ne fallait pas rémunérer. Ce n'était pas juste. À partir du moment où on rémunère ce travail, on revient sur un dispositif juste, on l'intègre. Je rappelle au passage que c'est cette majorité, c'est l'UMP qui a fait le RSA. La gauche ne l'a pas voté. Nous en sommes très fiers et nous le portons haut et fort. Est-ce que c'est pas un peu la facilité, ces emplois aidés? C'est pas la facilité. Vous savez, quand vous avez une personne qui a sombré dans le chômage, qui est en difficulté, qui est en rupture familiale, qui est en rupture sanitaire, qui est en rupture de logement, lui permettre de lui donner les moyens de se réinsérer socialement, lui permettre de retrouver une activité professionnelle, lui permettre de l'accompagner, lui permettre de lui redonner de la dignité. Ça, c'est pas de la facilité. C'est le travail qu'on doit faire au quotidien, loin des caricatures et des postures. Bah écoutez, moi ça me révolte de dire que donner 5 heures, rendre 5 heures de travail obligatoire pour 510 €, c'est faire retrouver la dignité à des millions de femmes et d'hommes. Ça me révolte d'entendre ça. J'ai une question. Si la rémunération était plus élevée, est-ce que vous auriez été d'accord? Quand même, on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures dans cette société. Tout de même, quand on redonne un chèque de 32 millions à Madame Bettencourt. Quand on fait un allègement de l'ISF pour 2 milliards de cadeaux aux plus riches, quand on exonère à tout va les entreprises, ce qui fait que, y compris des multinationales en proportion payent moins d'impôts que le patron de bistrot, qu'est-ce qu'on leur demande en contrepartie à ces gens-là? Est-ce qu'on leur demande d'être utiles à la société? Quel devoir ils ont? Eh bien, rien. On peut dire qu'ils participent même peut-être à la croissance économique. Madame Bettencourt paye autant d'impôts que moi, si vous voulez. Alors tout ça, c'est de la blague. En réalité, c'est un gouvernement qui a fait effectivement des riches, de la bourgeoisie, des assistés. Ce gouvernement a augmenté l'allocation adulte handicapé de 25%. Ce gouvernement a augmenté le minimum vieillesse de 25%. Combien a-t-il donné aux banquiers? Combien a-t-il donné à tous ceux qui nous ont mis la société au bord du gouffre? Un mensonge n'est pas une vérité. L'aide que nous avons donnée aux banques nous a rapporté en intérêt 2 milliards d'euros, madame. 2 milliards d'euros. Et on s'est endetté. Et aujourd'hui, ce qu'on paye aux banquiers, c'est plus que l'éducation nationale. Peut-être qu'on va laisser notre chroniqueur économique trancher après sur ce point. C'est clairement d'avoir une société des droits et des devoirs. C'est clairement d'avoir un État où chacun trouve sa juste place par rapport aux dispositifs que nous avons mis en place. Les pauvres restent pauvres et les riches continuent de se gaver. Sur cette opposition, ce qu'on demande... Je comprends tout à fait. Ce que vous dites, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que 5 heures par semaine, c'est du vrai travail, bien entendu. Mais je crois que beaucoup de gens qui sont au RSA, pour moi-même en avoir rencontré, ne sont pas mécontents d'avoir cette petite porte de sortie. Donc je conçois tout à fait qu'on puisse dire qu'elle est insuffisante, etc. C'est tout à fait vrai. Mais comment est-ce que ces gens-là veulent renouer quelque part avec le vrai monde du travail, même si c'est des petits boulots, des choses qui nous paraissent à nous peu intéressantes?
c'est quelque chose qui pour beaucoup est positif. Ah, mais ils veulent du travail, il y a un vrai travail, et je pense qu'ils seraient très heureux justement qu'ils en trouvent, et je pense que du travail, ceux qui en ont, ils savent qu'ils en ont par-dessus la tête et qu'on pourrait se le répartir et se le partager. Le dernier mot, Valérie Rousseau-Debord. En fait, notre conception, c'est-à-dire que moi je considère que le travail n'est pas une entrave, le travail est une libération. Merci mesdames, merci messieurs. C'est la fin de ce débat. Merci d'avoir participé et puis d'avoir présenté vos avis tranchés. Je vais préciser à nos téléspectateurs la question avec notre partenaire lefigaro.fr. Elle concerne ce thème qui on le sait, vous concerne et vous interpelle. RSA, doit-on obliger les allocataires à travailler même 5 heures hebdomadaires ? Oui pour 73% des votants, non pour 22% d'entre eux. Voilà pour notre partenaire lefigaro.fr. Merci à vous. La suite du 22h dans un instant. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Simon Barbary. Changement de cap, la France et la Grande-Bretagne font front commun et condamnent la répression en Syrie. La résolution déposée aujourd'hui sera examinée demain au Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte demande au gouvernement syrien de relâcher tous les prisonniers d'opinion et de lever les restrictions sur les médias et Internet. La Russie pourrait y opposer son veto. Alain Juppé s'est dit prêt à prendre le risque. Le Premier ministre britannique David Cameron a fait état quant à lui d'1 millier de morts et de 10 000 personnes emprisonnées depuis le début de la contestation du régime de Bachar al-Assad. La hache de guerre est déterrée. Aujourd'hui, Françoise Meyer-Bettencourt a saisi le juge des tutelles de Courbevoie. La fille de Liliane Bettencourt met en cause l'avocat de la milliardaire maître Pascal Willem, désigné pour gérer sa fortune en cas de mise sous protection. Des inquiétudes motivées par le récent investissement de 143 millions d'euros de la femme la plus riche de France dans le capital de Love Group, société de Stéphane Courbit, dont l'avocat n'est autre que Pascal Willem. Cet après-midi, une enquête déontologique a été lancée par le bâtonnier de Paris. Liliane Bettencourt se dit ce soir ulcérée et malheureuse par la requête déposée par sa fille. Bien, mais peut mieux faire. La Commission européenne a porté à 210 millions contre 150 millions d'euros hier son aide financière en faveur des producteurs de légumes européens. Le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire s'est dit satisfait, mais attend plus. C'est un effort supplémentaire, mais il faudra aller plus loin. Je pense que chacun voit bien que la crise n'est pas finie, que la production de légumes continue à rencontrer de vraies difficultés, que la consommation ne s'est pas encore rétablie. Donc il faudra, au bout du compte, qu'il y ait une indemnisation à l'euro près. Une délégation de producteurs a été reçue aujourd'hui à l'Elysée. Confrontés à un effondrement de leurs ventes suite à l'épidémie de la bactérie E. coli, ils demandent à l'État de rassurer les consommateurs sur la qualité des légumes français. Depuis la fin du mois de mai, 25 personnes, dont 24 en Allemagne, sont décédées de la contamination de la bactérie, dont l'origine reste mystérieuse. Aujourd'hui avait lieu à Paris la 2e conférence nationale du handicap. Les associations dénoncent le manque de place dans les écoles et dans la fonction publique. En clôture de la conférence, Nicolas Sarkozy les a entendus cet après-midi. 150 millions d'euros seront débloqués pour rendre accessibles les écoles de la fonction publique et aménager davantage de postes pour les agents handicapés, tout particulièrement dans les petites communes. Ce soir, pas d'inquiétude si votre téléphone portable ne capte pas ou si votre GPS tombe en panne. Pas la peine de vous en prendre à votre opérateur, la faute revient au soleil. Hier, une éruption solaire a été observée par la NASA, la plus forte depuis 2006. Un grand nuage de particules a atteint la Terre ce soir et devrait perturber quelque peu les télécommunications. Mais cet afflux d'énergie n'a pas que des inconvénients, il devrait créer de magnifiques aurores boréales. Du discours du Veldiv au refus de la guerre en Irak, en passant par la dissolution de 97 et le choc du 21 avril 2002, le regard de Jacques Chirac sur toutes ces années, c'est dans ses mémoires intitulés Le temps présidentiel, morceau choisi à découvrir dans l'hebdomadaire Le Point de cette semaine. On en parle justement avec le directeur de la rédaction du Point, Étienne Girnel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, est-ce que ces mémoires, est-ce que ce livre déjà, c'est un livre d'histoire? C'est la vérité de Jacques Chirac? C'est la vérité de Jacques Chirac. Alors, est-ce que c'est la vérité tout court? Chacun jugera, etc. En tout cas, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il parle sans haine. Il raconte, on voit bien qu'il n'y a pas d'inimosité, même quand il y a des morsures, parce qu'il y a parfois des passages un peu cruels pour les uns pour les autres, mais on sent que c'est un livre d'un homme âgé qui raconte les choses telles qu'il les ressent. En fait, il sent la sincérité, ce livre. C'est ça qui est étonnant. Alors, sans doute, il y a un peu d'auto-justification aussi quand il défend son bilan, etc. On peut le contester sur beaucoup de choses. Mais c'est intéressant parce qu'il n'est plus dans la vie politique et il raconte.
Voilà, il raconte des tas de choses sur des hommes politiques, sur des chefs d'État. On va en parler de ça. Et alors, il défend son bilan, mais il ne s'épargne pas. Par exemple, sur la dissolution, il dit les vraies choses. Il dit que c'est une erreur. Il l'assume lui-même. Il assume les choses. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs ce livre, parce qu'il a du recul. Il se présente plus à aucune élection, donc il raconte les choses. Il raconte ses erreurs, il raconte ses hésitations, il raconte ses doutes. Sur la nomination du Premier ministre en 2002, entre Raffarin, Sarkozy et Douste Blazy. Il pèse le pour et le contre. Il raconte ses discussions à l'époque entre les uns et les autres. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'on apprend qu'à l'époque, Dominique de Villepin était pour la nomination de Nicolas Sarkozy. Quand on voit ce qui est devenu par la suite, c'est quand même assez rigolo. C'est vrai. Ouais. Alors, il est plus élogieux dans ses mémoires avec son prédécesseur que son successeur. C'est une surprise ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'on savait qu'il y avait, sinon une complicité, en tout cas une forme d'entente et de cordialité entre lui et François Mitterrand. Puis il y a des petits épisodes assez amusants, puisque on apprend notamment que François Mitterrand qu'il était très malade. Jacques Chirac lui demande « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Et Mitterrand lui répond « Mais je sais que vous avez un labrador, il y a 2 canards dans les jardins de l'Élysée, essayez de faire en sorte que votre labrador ne mange pas les canards au bout de 2 jours. » Il y a des tas de petites choses comme ça qui racontent leur entente, leur manière une forme d'estime, en tout cas, qu'il avait pour François Mitterrand. Oui. Il y a aussi quelques phrases, quelques passages sur Nicolas Sarkozy, pas forcément avec emprunt d'autant de tendresse. Voici l'une d'entre elles qu'on a sélectionnée. Il a, bon ça c'est pour les qualités, il a une qualité indéniable, celle d'avancer toujours à découvert. Ses ambitions présidentielles sont vite devenues transparentes. À peine est-il arrivé, place Beauvau. Je ne sais pas si c'est une qualité, d'ailleurs, qu'il décrit là. Peut-être qu'en creux, c'est autre chose. Mais il y a des phrases un peu plus dures. Est-ce que c'est une vengeance tardive? Est-ce que c'est encore douloureux pour Jacques Chirac? Parce qu'il dit avoir été touché et blessé, que Nicolas Sarkozy ne parle pas de lui. Lors de son discours, lorsqu'il a gagné l'élection présidentielle. Et effectivement, il dit « j'ai été touché ». Et il ajoute une phrase qui est terrible, il dit « je sais désormais à quoi m'en tenir ». Et finalement, est-ce que c'est une vengeance? Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de cruauté là-dedans. Il n'y a pas de méchanceté. Il aurait pu le détruire, comme on fait parfois dans les livres, où on recense tous les défauts des gens, etc. On en rajoute. Il parle des qualités, il parle des défauts, et en même temps, il dit ce qu'il a sur le cœur. Et évidemment, il n'a pas digéré. Il y a des choses qu'il n'a pas digérées dans la manière de faire. Et notamment, il parle de cette anecdote à Hong Kong, quand Nicolas Sarkozy s'est moqué en fait des amateurs de sumo et du Japon. Il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté du tout. Et il était touché par ça. Alors c'est assez d'ailleurs touchant pour le coup de s'apercevoir qu'un président de la République, un personnage aussi important, peut être touché par une remarque sur quelque chose d'aussi accessoire finalement, mais ça l'avait blessé. Il est très sévère avec Jospin, qu'il décrit comme quelqu'un de très raide. Il est élogieux avec Védrine, il est tendre avec Hollande. Est-ce que ça traduit vraiment les rapports qu'il a eus, les relations qu'il a entretenues avec eux, ou est-ce que c'est avec le recul? On voit bien qui c'est Chirac, ce grand type assez chaleureux, assez direct, qui a beaucoup de défauts, mais finalement il n'aime pas les gens trop rigides. Et Jospin, il le décrit comme un idéologue, finalement quelqu'un qui a une grande rigidité intellectuelle. C'est lui qui dit ça, c'est ses mots. Et il dit, et c'est très amusant, quand il nomme Jospin à Matignon pendant la cohabitation, Jospin arrive, il le félicite et il me dit c'est lui qui avait gagné et c'est lui qui avait l'air le plus tendu. Et alors que lui, voilà, il essayait de faire en sorte que ça se passe bien. Il avait le souvenir de sa cohabitation avec Mitterrand, qui avait été dure, mais en même temps, il essayait de faire en sorte que, au moins humainement, ça se passe bien. Est-ce que c'est un testament politique? C'est une forme de testament. Alors avec toutes ces choses qui sont critiquables, évidemment, il défend son bilan du début jusqu'à la fin. Alors ça, évidemment, on peut trouver énormément de choses à redire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la fin du livre, la toute fin, juste avant la fin, où il dit aux jeunes, il s'adresse à la jeunesse, il dit ne vous laissez pas dicter votre loi par ceux d'hier. Et c'est intéressant de la part d'un homme âgé qui dit finalement voilà ce que je vous dis moi, voilà ce que je pense moi, mais au fond, c'est votre chemin. Et ça, c'est assez amusant. Ouais, et une belle phrase aussi que j'ai retenue, français, oser rêver, ça peut être un beau slogan de campagne, qui sait, ça peut inspirer beaucoup. Ça peut être récupéré, oui. Merci beaucoup, Étienne Janal, d'avoir été avec nous. Et je rappelle évidemment que ces morceaux choisis, ces bonnes feuilles, sont disponibles dans le point. Absolument, c'est dans le point. À sortir et apparaître dès demain. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'une des principales informations, celle qui est arrivée tout à l'heure. C'est la candidate à la primaire socialiste, Ségolène Royal, également présidente de la région Poitou-Charentes, qui annonce sa décision d'aller en Charente demain, l'endroit même où va se rendre Nicolas Sarkozy. Tous deux vont donc pouvoir parler de
de problèmes liés à la sécheresse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, votre émission en politique, preuve par 3. L'invité, c'est le ministre de la Ville, Maurice Leroy. Belle soirée à vous.